La fronde menace chez les étudiants en médecine. Ils s'insurgent contre l'allongement de leurs études prévues dans le budget de la Sécurité sociale présenté cette semaine à l'Assemblée. Vous allez en parler, Maya, avec votre invité. C'est Thomas Lilti, médecin et réalisateur. Bonjour Thomas Lilti. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. La question des déserts médicaux, le quotidien difficile des médecins dans un hôpital public, vous les avez évoqués dans Médecins de campagne ou encore dans Hippocrate. Ces thèmes, ils sont au cœur de l'actualité aujourd'hui. D'abord, cette 4e année d'internat souhaitée par le gouvernement en priorité dans les déserts médicaux. Les étudiants en médecine sont vent debout, ils se considèrent comme des bouche-trous. Vous les avez défendus dans l'IB cette semaine. Qu'est-ce qui pose problème avec cette mesure ? Alors, ce qui pose problème, c'est pas tellement l'idée d'une 4e année d'internat en médecine générale, parce que faut savoir que l'internat, ça dure 4 ans, sauf pour la spécialité médecine générale qui dure que 3 ans. Donc, les internes ne sont pas contre faire une 4e année. C'est l'idée. Parce qu'elle serait professionnalisante. Voilà, ça permettrait de continuer à s'aguerrir, à mieux connaître son métier. Ce à quoi ils sont opposés, et à juste titre, c'est l'idée que cette 4e année, on utilise les étudiants en médecine pour les envoyer dans des déserts médicaux, alors qu'on sait que c'est un lieu, ce sont des endroits où la pratique médicale est extrêmement difficile. Ce n'est pas un endroit où il va y avoir spécialement des maîtres de stage où ils vont pouvoir continuer à apprendre auprès de médecins. Et puis surtout, on a une pénurie de médecins absolument partout en France. Et il n'y a pas de déserts médicaux à proprement parler. Ce que dit le gouvernement, l'idée ne serait pas de les envoyer. Alors déjà, ce ne serait pas obligatoire, ce serait incitatif, que ce ne serait pas dans des déserts médicaux, mais dans des zones qui sont en tension et qui seraient supervisées. Vous n'y croyez pas ? Pas tellement, parce qu'on sait qu'il y a une telle pénurie de médecins de toute manière que ce sera très difficile à mettre en place. En plus, on a toujours l'idée, et ça, il faut essayer de le répéter, que l'étudiant en médecine ou l'interne en médecine ou le futur médecin serait une sorte de nanti, alors qu'en fait, les études de médecine sont très difficiles, sont très longues, et surtout, l'internat en médecine, qui commence à partir de la 7e année, donc 7e, 8e, 9e année, on parlerait donc de cette 10e année, est déjà... sont déjà des études professionnalisantes où l'interne en médecine est un pilier de l'hôpital public. Donc par conséquent, si on prend ces internes pour les envoyer ailleurs, c'est obligatoirement des internes en moins à l'hôpital, alors qu'on manque déjà de jeunes médecins à l'hôpital. Donc de toute façon, c'est un pansement qui ne va pas régler le problème de la désertification médicale. Quand vous dites l'interne, il est le pilier de l'hôpital public, c'est-à-dire plus que le médecin non, pas plus, formé, mais tout autant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hôpital public, si on retire les internes en médecine, il va pas pouvoir fonctionner. Ça, c'est une évidence. 75% des étudiants en médecine présentent des symptômes anxieux. En période de stage, 2 tiers d'entre eux ont fait un burn-out. Est-ce que ces chiffres vous étonnent ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai essayé de le traiter à travers des fictions, mais c'est vrai que le mal-être du jeune étudiant en médecine, il vient dès le départ. Déjà parce qu'on a un concours en première année qui est extrêmement angoissant, avec une énorme sélection. Que cette sélection, elle va continuer cette compétition tout au long des études, et à la fin de la 6e année, il y a encore un concours, encore un examen sélectionnant, donc qui crée énormément de stress. Et ensuite, l'apprentissage de la médecine à l'hôpital, il est difficile. C'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup d'hiérarchie, beaucoup de pression, beaucoup de la confrontation à la vie, à la mort, à la maladie, aux difficultés. Et tout ça, c'est pas du tout pris en compte. Pas du tout pris en compte, et c'est ce qui crée la violence et certainement le mal-être. À ça se rajoute un état de l'hôpital français public qui s'est abîmé, un métier qui s'est précarisé, même paupérisé, et par conséquent, l'outil de travail s'étant abîmé, la pratique médicale des soignants en général et des médecins en particulier est devenue plus difficile, et il n'y a rien de pire que d'avoir le sentiment de mal faire son travail quand on travaille à l'hôpital dans des métiers de soins, et l'étudiant en médecine y est confronté. 30,2% de la population française vit dans un désert médical, c'est 62,4% en Île-de-France. Donc on peut être dans des grandes villes et être dans un désert médical. On voit bien que les mesures incitatives de ces dernières années, ça ne marche pas. Non. Est-ce qu'on a tout essayé ? Non, on n'a pas tout essayé. Alors, pour le coup, il y a une chose qu'on n'a pas essayé, c'est de former beaucoup plus de médecins. Alors ça prend du temps de former des médecins, il faut au moins 10 ans pour former un médecin. Sauf que le problème de la pénurie médicale en France, moi je suis rentré en première année de médecine en 1993, et c'était déjà omniprésent dans nos discussions. On savait qu'on manquait de médecins. Donc pourquoi on ne forme pas plus de médecins ? J'ai énormément d'amis... Il y avait la question du numerus clausus, mais qui n'existe plus depuis 2021. Oui, mais on continue à former très peu de médecins de toute manière, malgré la fin du numerus clausus, parce qu'on a changé l'accès, on va dire un peu à la marge quand même, on a changé l'accès aux études de médecine, mais de toute manière, cet accès aux études de médecine reste très compliqué et très sélectif. Donc on forme peu de médecins, donc on ne va pas régler le problème de la pénurie médicale. On manque de médecins dans ce qu'on appelle les déserts médicaux, mais on manque aussi de médecins à l'hôpital public. Aujourd'hui, les futurs médecins, ils sont très peu nombreux.
Donc évidemment, ils ont tendance à aller là où la pratique médicale est la plus confortable, là éventuellement où elle est la plus rémunératrice, et ce n'est pas nécessairement ni à l'hôpital public, ni dans les déserts médicaux. En ça, les médecins et les futurs médecins ont une responsabilité, parce qu'il est vrai que quand on interroge les étudiants en première année de médecine, ils sont tous pour l'ouverture du numerus clausus, tous pour qu'on forme plus de médecins, et plus ces années passent, et plus ils ont tendance à être à nouveau réactionnaires et à avoir envie qu'on forme le moins de médecins possible, parce que ça leur donne plus de liberté. Et ça, il faut régler ce problème. Est-ce qu'il faut permettre à des kinés de renouveler des ordonnances, à des sages-femmes ou des dentistes de pratiquer des soins simples ? À mon avis, oui. Il faut réussir à faire accepter aux médecins qu'en tout cas, il puisse y avoir une transmission et un partage du savoir et des responsabilités et des compétences avec d'autres soignants qui sont, si tout est extrêmement réglementé, je ne vois pas pourquoi un infirmier, une infirmière, un kiné ne puisse pas faire certains soins, certaines prescriptions, surtout dans des endroits où de toute façon l'accès aux soins est tellement difficile qu'il faut trouver des solutions rapidement et pas attendre plus de 10 ans pour former des nouveaux médecins. Il y a des accords qui ont été trouvés il y a quelques jours entre différents ordres, mais c'est vrai qu'il y a encore des syndicats de médecins qui sont très réticents. Au moment du Covid, alors qu'il y avait une urgence absolue, on a vu que c'était très compliqué d'accepter que les pharmaciens vaccinent. Donc là, on voit bien comment le protectionnisme aussi du corps médical, médecin, est un problème. La liberté d'installation du médecin, il faut la remettre en cause ? Longtemps, j'étais pour qu'on la remette en cause. Je suis un peu revenu sur cette idée parce qu'en fait, je pense que ce n'est pas la solution. J'en suis l'exemple. C'est-à-dire que si moi, on m'avait forcé à pratiquer la médecine dans un endroit où je n'ai pas envie de la pratiquer, très clairement, je ne l'aurais pas fait. J'aurais changé de voie, je serais allé faire autre chose. Je me serais débrouillé pour trouver une solution, un autre métier. Mais vous l'avez fait, vous vous êtes retrouvé dans cette situation. Vous avez pratiqué en zone parce que j'étais heureux d'y aller, que j'y ai appris beaucoup de choses. Mais en revanche, je ne m'y suis pas installé. Alors que l'objectif, c'est pas d'avoir des étudiants qui vont rester 1 an pour faire un petit peu de médecine en zone rurale, par exemple, mais c'est qu'ils s'y installent, qu'ils y prennent racine, parce que c'est de ça dont on a besoin. Donc ça veut dire quoi ? Avec donner un véhicule, un logement, permettre la scolarisation des enfants ? Non, changer les études de médecine profondément. Ouais. C'est ça la c'est solution. Le cœur. Mais bien sûr, c'est changer le pacte avec l'étudiant en médecine. C'est on va avoir des études où vous serez plus accompagné. On ne va pas juste vous balancer à l'hôpital pour boucher les trous. On va vous payer correctement. Vous n'allez pas faire 60 heures par semaine. Pour vous donner l'envie aussi de continuer ce médecine, vous respecter. Et puis, si on forme plus de médecins, essayer de répartir mieux les médecins sur le territoire pendant les études de médecine et pas uniquement au niveau des grands CHU, des grandes villes. C'est le problème qu'on a, une grande centralisation au niveau des grandes villes, des étudiants en médecine. Et comme l'étudiant en médecine, il finit ses études à 30 ans, quand on a 30 ans, en général, on a déjà commencé sa vie. Ouais. On a un amoureux, une amoureuse, donc parfois des enfants. Donc c'est très difficile de demander à des gens installés d'aller s'installer dans des zones rurales où il y a, malheureusement, on parle de déserts médicaux, mais souvent ce sont des déserts tout court, de services publics. On parle de déserts médicaux, d'attentes interminables pour obtenir des rendez-vous, et parallèlement, 28 millions de rendez-vous ne sont pas honorés chaque année. Est-ce que le rapport soignant-soigné est aussi à réinventer ? Oui, évidemment, mais tout ça est lié, c'est-à-dire que je pense qu'il y a la fonction du médecin, elle s'est un peu abîmée au fil des années, elle est moins respectée, mais elle est moins respectée aussi parce qu'on a moins respecté les soignants en général, médecins compris. Et moi, je tendance souvent à parler des soignants en mettant les médecins et les autres soignants ensemble, comme on les a moins respectés, en dehors du moment où on les a applaudis au moment de la crise sanitaire, obligatoirement, on a cet effet collatéral qui est que le soigné a tendance à moins respecter son soignant. Il faut changer, il faut réinventer, rééduquer, reparler, recréer le lien entre le soignant et le soigné. Vous dites on ne peut pas tout sacrifier au nom de l'engagement à la fin de votre tribune dans Libération. Est-ce qu'on a trop compté sur la petite flamme des médecins et sur leur sens du devoir ? Des soignants en général, parce que franchement, non, mais vraiment, les infirmiers et les infirmières font un travail incroyable. Et oui, on le voit bien à l'hôpital public. Et encore une fois de plus, c'est vrai que le Covid a vraiment fait un effet loupe. On voit qu'il y a un moment donné, ça peut tenir sur cette flamme, sur cet engagement, sur ce qui fait les valeurs des soignants, mais ça ne va pas tenir encore très longtemps. Voilà. Et ça, on ne peut pas compter que là-dessus. Merci beaucoup, Thomas Lilti, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Merci beaucoup.